Parfait. On est prêt à commencer, donc on y va. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour cette deuxième et dernière journée du Sommet des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Permettez-moi de commencer en soulignant que nous sommes à Ottawa, sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. De plus, vous êtes nombreux à vous joindre à nous à partir des territoires de diverses Premières Nations, des Métis, des Inuits, dans ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Je nous invite à réfléchir tous et toutes individuellement et collectivement, localement et globalement, aux gestes que nous pouvons poser pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, notamment ceux qui interpellent directement le secteur postsecondaire. Hier, nous avons eu l'occasion d'entendre la conférence d'honneur de Joël Béliveau, qui nous a fait comprendre qu'on serait rendu à un moment charnière de fondation du postsecondaire. Nous avons aussi pu profiter de l'expertise de nos rapporteurs communautaires, jeunesse, universitaires et collégiales. Enfin, nous avons participé à 2 ateliers et vos échanges contribueront à préciser le contenu du rapport final des États généraux. Vous avez été plusieurs à être allés déposer des messages sur le babillard public du sommet et on vous encourage à continuer de le faire aujourd'hui. À titre de rappel, vous trouverez le babillard sur la page web par laquelle vous avez accédé à la diffusion de l'événement. Il suffit de cliquer sur le bouton « Babillard commun » qui vous amènera à un grand outil collaboratif conçu sur la plateforme Miro. Vous y trouverez 3 tableaux. Un sur votre vision globale pour le postsecondaire, un sur vos idées de pistes de réflexion et de solutions, et un sur les commentaires généraux. Vous pouvez consigner à l'écrit vos commentaires sur les notes autocollantes, les fameux post-it, qui sont déjà sur les tableaux. Vous n'avez qu'à double-cliquer sur un post-it pour commencer à écrire. Si jamais il manque de post-it, vous pouvez en ajouter à partir de la barre de vignettes qui, en fonction de votre navigateur, est située soit à gauche, soit en haut de votre écran. Vous pouvez aussi sélectionner des émoticônes dans la barre de vignettes et les apposer tout autour des messages des autres pour souligner votre appui aux commentaires. Sachez que quelqu'un au sein de l'organisation du sommet surveillera périodiquement les commentaires ajoutés à l'outil collaboratif et supprimera sur le champ tout commentaire inapproprié. La journée d'aujourd'hui s'annonce tout aussi intéressante que celle d'hier. Elle s'amorce avec une table ronde sur une vision globale pour le postsecondaire. Ensuite, il y aura un dernier atelier et on terminera la journée en beauté avec une séance de conclusion. Mais pour commencer, nous accueillons virtuellement l'honorable Ginette Petitpas-Taylor. Madame Petitpas-Taylor est députée de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe au Nouveau-Brunswick, ministre des langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Elle détient un baccalauréat en travail social de l'Université de Moncton. Après avoir travaillé pour l'Association canadienne pour la santé mentale à Saint John, elle est rentrée au Bercail et a entrepris une carrière de 23 ans à titre de travailleuse sociale et de coordonnatrice du service aux victimes au détachement de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC de Kodiak. Elle a été nommée ministre de la Santé en 2017, puis adjointe du caucus libéral en 2019. Elle est la première Acadienne à occuper la fonction de ministre des langues officielles. Madame Petitpas-Taylor, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Bonjour à tous et à tous. J'aimerais prendre un instant pour moi aussi souligner que je me joins de vous de la colline parlementaire à Ottawa, sur le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue important sur l'éducation postsecondaire en milieu minoritaire. Et je dois dire que c'est une excellente façon de terminer le mois de la francophonie en toute beauté. Je tiens à saluer le leadership de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, ainsi que celui de la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes.
Merci de nous donner l'occasion de se rassembler pour discuter des façons d'assurer la vitalité de nos collèges et universités francophones en milieu minoritaire. Je sais que ce sommet est l'aboutissement de plusieurs mois de travail acharné. C'est ici que vos pistes de solutions vont consolider dans un plan d'action concret pour nos établissements francophones. Votre mobilisation est importante. L'avenir de nos institutions est l'affaire de tous. Qu'on soit étudiant, enseignant, fonctionnaire, parent ou simplement francophone, chaque geste pour protéger et promouvoir le français compte. Notre gouvernement suit de près vos travaux depuis le début des États généraux. Personnellement, j'ai hâte de lire votre rapport final, car vos recommandations vont nourrir ma réflexion en vue de l'élaboration du prochain plan d'action en matière de langues officielles, ainsi que nos discussions avec les provinces et les territoires. Depuis mon entrée en poste, j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés qui consacrent leur vie à l'épanouissement de nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Leur engagement, votre engagement, est remarquable. Mais s'ils travaillent si fort au développement de nos institutions, c'est parce qu'ils savent qu'on ne peut jamais les tenir pour acquis. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous partageons tous un objectif commun, c'est-à-dire de protéger nos institutions postsecondaires en français. En tant qu'Acadienne, je sais à quel point nos établissements postsecondaires sont des piliers essentiels du continuum de l'éducation en français. Ils contribuent par le fait à la vitalité de nos communautés. Nous devons de poursuivre les efforts de ceux qui ont bâti afin que les futures générations puissent, elles aussi, en bénéficier. Le maintien et le renforcement des capacités des établissements postsecondaires sont déterminants. Nous en avons besoin pour cultiver une main-d'œuvre bilingue et pour favoriser le développement économique, l'innovation et l'intégration des nouveaux arrivants. Mais dans les dernières années, nos collèges et nos universités ont fait face à des défis importants. D'ailleurs, l'actualité récente nous l'a prouvé encore une fois. Vous êtes les mieux placés pour savoir que plusieurs établissements mettent tout en œuvre pour rester des pôles d'enseignement postsecondaire en français, ce qui a de quoi rendre optimiste. Mais en même temps, ils voient leur résilience mise à rude épreuve, ce qui inquiète évidemment leurs étudiants, leurs enseignants et leur personnel, mais aussi l'ensemble de la communauté francophone. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes à tout pied d'œuvre pour trouver ensemble des solutions. Notre gouvernement reconnaît que les établissements postsecondaires en milieu minoritaire ont besoin de soutien et nous sommes engagés à les appuyer. Nous reconnaissons également que l'éducation relève de la compétence des provinces et des territoires. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés. Bien au contraire. Plus tôt ce lundi dernier, j'ai eu le plaisir d'annoncer à l'Université Saint-Paul, où je pense que vous êtes rassemblés en présentiel aujourd'hui, un investissement de 3,4 millions de dollars pour la rénovation d'un pavillon. Cet investissement est le fruit de notre collaboration avec le gouvernement de l'Ontario. Depuis plus de 50 ans, le fédéral collabore avec les provinces et les territoires pour faciliter l'enseignement de la langue de la minorité, le tout dans le but grand du respect de nos compétences. Notre gouvernement est conscient du rôle essentiel de l'éducation dans l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire et pour la promotion du bilinguisme au Canada. Nous allons continuer de mettre à profit cette relation de longue date, c'est-à-dire de renforcer notre collaboration avec les provinces et les territoires, les intervenants, les communautés de langues officielles en situation minoritaire, dans le but de soutenir et de renforcer le continuum en éducation de la langue de la minorité. Dans notre document de réforme, Français et l'anglais vers une égalité réelle dans les langues officielles au Canada, nous avons été très clairs à ce sujet. Les communautés de langues officielles en situation minoritaire ont droit à des institutions fortes, soutenues par et pour elles. Notre gouvernement sera toujours à leur côté. Nous prenons donc l'engagement d'aider à renforcer ce continuum tout au long de la vie, notamment de la petite enfance jusqu'au post-secondaire. Le premier ministre m'a d'ailleurs expressément confié le mandat d'augmenter le financement des établissements postsecondaires dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Pour moi, c'est une priorité.
Nos investissements ont un impact important, mais ne sont pas les seules avenues à explorer. Le 1er mars dernier, j'ai eu le privilège de déposer le projet de loi C-13. S'il est adopté, la nouvelle loi engagera le gouvernement fédéral à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de bénéficier d'une éducation de qualité dans leur propre langue. Cette obligation pour les institutions fédérales de prendre des mesures positives en vue de l'apprentissage en français aura pour effet de dynamiser l'enseignement en milieu minoritaire. Ce que nous voulons tous ici, c'est trouver des solutions qui aideront nos collèges et nos universités à poursuivre leurs ambitions. Plus que jamais, notre collaboration nous rapproche de ce but. L'important, c'est de continuer de travailler ensemble et de permettre à toutes les idées porteuses de voir le jour. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé ce temps de parole aujourd'hui. Avec l'étude du projet de loi C-13 qui est présentement au Parlement et le prochain plan d'action, je suis persuadée que nous aurons beaucoup d'autres occasions de collaborer. Encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité et je vous souhaite une très bonne journée. Vous joindre à nous ce matin et d'avoir exprimé la vision du gouvernement fédéral à l'égard du postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Et pour poursuivre la réflexion, je passe tout de suite la parole à Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Il va animer la table ronde de ce matin. Merci beaucoup, Catherine. Merci à ceux qui se joignent à nous en virtuel. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ce matin aussi en présentiel ici à l'Université Saint-Paul. On a imaginé le sommet des États généraux pour que ce soit, oui, une dernière étape de la consultation qui s'est amorcée en juin dernier avec le premier sondage qu'on a envoyé aux parties prenantes. Mais c'était aussi un moment pour rassembler ce qu'on a ramassé dans les derniers mois, pour essayer de se donner une marche à suivre à partir de maintenant. Donner sens à tout ce qu'on a accumulé comme données, comme informations, comme témoignages dans les derniers mois. Et c'est pour ça qu'on a imaginé cette table ronde qu'on a intitulée « S'ancrer pour se projeter » vers une vision globale pour le postsecondaire en contexte francophone minoritaire, pour amorcer cette réflexion-là qui va nous permettre de donner sens aux discussions qu'on a eues dans les derniers mois. Et pour avoir cette discussion-là, je me suis bien entouré. On a avec nous, vous avez à ma gauche en virtuel, M. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Théberge. Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Merci Alain. Et Linda Cardinal, professeure titulaire et membre de l'équipe rectorale de l'Université de l'Ontario français. Merci beaucoup Linda de vous joindre à nous ce matin. J'aurai 3 rondes de questions avec nos panélistes ce matin. Puis après ça, ça devrait nous laisser un peu de temps pour ouvrir à des questions de la salle aussi vers la fin. Donc, je vais tout de suite commencer avec M. Théberge. M. Théberge, en trame de fond de toute la démarche des États généraux, il y a notamment, la ministre vient d'y faire allusion, le dépôt de la nouvelle version de la loi sur les langues officielles, le C-13. Vous avez aussi récemment publié les données du plus récent sondage d'opinion publique sur la dualité linguistique, sur le bilinguisme au Canada. Donc, est-ce qu'il y a là des occasions qu'on pourrait saisir pour développer une vision globale du postsecondaire qui pourrait contribuer à la réflexion qui se poursuit sur la place et la valeur de la dualité linguistique au Canada? Monsieur Théberge, c'est bon. Merci. Merci pour l'occasion de ce matin. Donc, l'effervescence, la question linguistique est très effervescente maintenant au pays. Dans le récent sondage qu'on a publié, on a posé spécifiquement une question sur le financement des institutions postsecondaires. On a posé cette question à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Et ce qu'on a constaté, c'est que une forte majorité de répondants disent que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour soutenir les programmes postsecondaires en français à l'extérieur du Québec. Et ceci varie de 80% en Atlantique jusqu'à 65% en Colombie-Britannique. Donc, il y a des conditions favorables pour avoir cette réflexion sur l'avenir du postsecondaire. Donc,
Aussi, dans le cadre du sondage, on identifie qu'à peu près 87% des Canadiens appuient le concept officiel du bilinguisme officiel. Donc, il y a des conditions très favorables pour avoir cette discussion. Le gouvernement fédéral, lui aussi, a proposé récemment un financement de environ 121 millions sur un certain nombre d'années. Ça a été bien accueilli. Par contre, ce genre de financement a typiquement certaines lacunes dans le sens que ce n'est pas une vision à long terme, ce n'est pas une solution prévisible ou permanente qui va contrer un sous-financement opérationnel et structurel chronique. Donc oui, c'est important de recevoir ce financement, mais il faut le mettre dans un cadre beaucoup plus large qui est un financement stable et prévisible. Il y a beaucoup de discussions présentement sur l'éducation au niveau des communautés, alimentées souvent par des situations difficiles, que ce soit la Laurentienne, Campus Saint-Jean, etc. Mais il y a beaucoup de contacts entre les communautés et les institutions. Et les institutions sont de plus en plus ancrées dans leur communauté. C'est extrêmement important de réaliser le lien qui existe entre les communautés et les institutions. Nos institutions sont ancrées dans nos communautés, sont là pour apporter des changements importants dans nos communautés. Ils sont des catalystes pour le développement et l'épanouissement de nos communautés. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit réellement faire comprendre aux instances, que ce n'est pas seulement une question de transmettre des savoirs, des compétences, des connaissances, mais c'est une question de construire et d'alimenter une communauté. Le projet de loi C-13 est une étape aussi. Reste à savoir comment tout ceci va concrétiser, mais quand même le continuum de l'éducation, où le postsecondaire fait partie. Donc, tout ça, c'est positif. Il y a un contexte social où il y a un appui pour les langues officielles, il y a un engagement du gouvernement, il y a le projet C-13. Par contre, il y a beaucoup de demandes et d'enjeux sur la table. Le plan d'action sur les langues officielles, par exemple, inclut déjà 60 initiatives. Donc, on doit continuer, on doit absolument s'assurer de travailler avec nos communautés pour faire le cas de l'importance des institutions postsecondaires dans le développement et l'épanouissement de nos communautés. Mais pour revenir à la question initiale, oui, nous sommes à un moment extrêmement important et je pense qu'on ne peut pas manquer cette occasion. Merci beaucoup, M. Théberge. Effectivement, je pense qu'il y a une occasion à saisir, comme vous le dites. Il ne faut pas manquer ce moment-là qui se construit. Et je pense que les communautés elles-mêmes l'ont bien compris qu'il y a une occasion à saisir. Alain, on a beaucoup entendu les besoins des communautés pendant la démarche. Une offre accrue, un accès élargi au programme, des collaborations plus structurantes entre les établissements et avec les communautés, des établissements forts qui contribuent à l'épanouissement. Le commissaire vient juste d'y faire référence aussi. Donc, en quoi est-ce qu'une vision globale qu'on pourrait essayer de faire émerger pourrait outiller les communautés dans leur travail de faire reconnaître la place du postsecondaire dans l'écosystème canadien? Bien, merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Puis, je pense que c'est essentiel. On n'a pas de choix que de se doter d'une vision globale à ce point-ci. Le secteur vit une crise en ce moment et la seule façon qu'on va réussir à solidifier 22 établissements postsecondaires francophones, c'est en travaillant ensemble. Alors, on a une obligation de collaboration, on a une obligation de réussite, on a une obligation aussi d'aller chercher, de faire les choses différemment. Et une chose pour atteindre ces éléments-là qu'il nous faut, c'est un engagement collectif envers des objectifs communs. Et une vision pour le bien commun de la francophonie canadienne. On ne peut plus être en compétition. Les établissements qui sont dans ce réseau-là, qui pensent en termes de compétition, doivent se poser des questions sérieuses si c'est vraiment un mode qui est... je comprends toutes les pressions que vivent les établissements postsecondaires,
Mais les 22 institutions, ils font partie de la famille. Ils ont des obligations envers ces communautés-là. Puis, j'espère qu'elles peuvent utiliser toute leur force et toute leur dynamisme pour s'entraider les unes avec les autres. Les plus grosses de ce réseau-là ont des obligations envers les plus petites. Mais surtout, comment on réfléchit d'abord et avant tout à un réseau qui répond aux besoins de nos communautés et de nos jeunes. On a entendu plein de nos jeunes à travers tout ce processus-là qui nous disent on aspire à avoir accès à des programmes complets. On le sait, on a à peu près 15 à 20 des programmes en français, qui sont disponibles en français en milieu minoritaire. Ça veut dire qu'il y a tout un monde de développement qui devrait être un objectif devant nous pour développer des programmes à l'extérieur, aussi, les sciences sociales, les sciences humaines, les arts, l'éducation, certains domaines clés, la santé, on a fait des progrès énormes, mais il y a tout un monde à développer. Puis la rétention de nos jeunes, c'est en leur offrant vraiment une palette complète de programmes. Mais il y a du potentiel aussi. Ça ne veut pas dire créer un accès partout au pays, dans tous les domaines postsecondaires non plus. Ça veut dire qu'on doit penser des pôles d'excellence dans certaines régions. Ça veut dire aussi qu'on doit penser de la mobilité étudiante avec un appui financier pour permettre à nos jeunes que si leur programme n'est pas offert dans leur domaine, qu'ils puissent aller ailleurs au pays pour étudier en français dans ce domaine-là. Donc, il faut surtout, après tous ces états généraux-là, passer à l'action, parce qu'on a trop vu de processus de grande réflexion qui n'atterrissent pas. Et je veux peut-être nous amener sur ce terrain-là, mais je vais vous faire des recommandations très concrètes qui, à mon avis, pourraient nous aider. Puis je vais commencer par la question de l'accès au programme. On a créé le CNFS il y a 20 ans, 25 ans, Lynn. C'est un succès majeur. C'est une première réflexion de se dire on a besoin de combler des besoins dans le domaine de la santé, on va travailler ensemble, on va se donner des valeurs, des façons de faire communes pour y arriver. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on sous-estime et peut-être qu'on connaît mal dans le réseau. Mais le modèle CNFS devrait être reproduit pour créer ces 80 et 85 des programmes-là qui n'existent pas en français. On devrait être en train de se donner un plan d'action commun. Alors, moi, je verrais pour les 22 institutions postsecondaires une planification stratégique pluriannuelle ancrée dans l'action et ancrée surtout dans cette question-là de créer un meilleur accès au programme. Je verrais un rôle pour la CEFC et le RCCFC, publier une étude peut-être biannuelle, l'état du postsecondaire en français, avec des indicateurs très précis qu'on va suivre comme réseau, avec des actions très précises que les établissements vont s'engager à mener ensemble, avec des actions très précises que les gouvernements fédéraux et provinciaux pourront appuyer. Si on est capable d'arriver avec des outils et un suivi très concret de comment on va augmenter l'accès, je pense qu'on a en main là, vraiment des outils et des possibilités. Et pour terminer sur cette question d'accès, de mobilité, on a beaucoup parlé de la reconnaissance des acquis. Il y a des arrimages qui se font parfois entre un établissement et un autre, où on peut commencer un programme et le finir ailleurs. Mais il faut penser à un arrimage pan-canadien parmi la famille des 22. Il faut penser un système national de reconnaissance des acquis pour que quand Marguerite Ducon veut étudier en français et veut commencer dans son coin de pays, peut-être aller au campus Saint-Jean par la suite et terminer à Moncton, que ce soit normal qu'on lui offre cette option-là et qu'on ne soit pas tenu à faire toutes sortes de pirouettes administratives pour y arriver. Pensons aux jeunes, pensons aux clients, pensons à l'étudiant et comment on va faciliter son parcours dans ce réseau-là. Je pense qu'il faut se doter de ces outils-là pan-canadiens qui nous ouvrent tout un monde de possibilités et d'innovation. Merci. Merci beaucoup, Alain. Déjà, en ouverture, c'est très ambitieux. Tant mieux, c'est ce qu'il faut faire à ce point-ci. Il faut interpeller le plus d'acteurs possible pour voir comment tous ces acteurs-là, justement, peuvent imbriquer leurs actions pour donner sens à cette vision commune. Et Linda, c'est un peu vers ça que je voulais vous amener, parce qu'on parle des gouvernements, des communautés, des associations de la société civile, le secteur privé aussi est interpellé. Donc, pour consolider le travail des établissements, pour assurer la pérennité, pour espérer continuer à faire croître ce réseau-là,
tous ces acteurs-là doivent être interpellés. Donc, vers quoi devrait tendre une vision globale du postsecondaire pour réussir justement à rassembler tous ces acteurs autour d'objectifs communs? Merci beaucoup, Martin. Bienvenue à vous tous à ces États généraux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde en ligne. Nous, on est un petit groupe dans la salle et je peux vous dire que c'est merveilleux de voir des gens en 3D et pas seulement en 2D. Ça donne lieu à des discussions, des éclats de rire, des embrassades. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir réunis tant en virtuel qu'en personne. Je ne peux pas non plus m'empêcher de dire que j'étais avec 2 de mes anciens étudiants. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux de voir comment ils sont engagés dans leur milieu et c'est une belle preuve que former des leaders, on est capable de le faire parce que regardez, on a vraiment 2 grands leaders de la francophonie canadienne assis à côté de moi. J'en suis fébrile. Pour ce qui est de la réponse plus directe à la question, mais je pense que Alain a déjà commencé à esquisser les bases de cette vision globale et comment elle pourrait interpeller les différents acteurs. Mais il faut la mettre dans son contexte, cette vision. On ne peut pas, en francophonie canadienne, avoir une vision fondée sur la collaboration, puis que partout ailleurs au Canada, on poursuit cette vision néolibérale de l'enseignement qui, elle, est fondée sur le clientélisme, la compétition entre nous, la recherche de grands financements, le développement de grands équipements de recherche. On ne pourra jamais rivaliser dans cette vision-là. De toute façon, on ne peut pas le faire. C'est une vision pour les U15, les universités qui font partie là, du réseau des 15 plus grandes universités du Canada. Là-dedans, il y a l'Université d'Ottawa. Mais ce n'est pas dans ce réseau-là qu'on défend beaucoup la francophonie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une étude trop longue pour le voir, même s'il y a aussi des grandes universités québécoises dans cette vision. Et c'est une vision qui génère elle-même ses propres contradictions. On veut des étudiants internationaux, mais on ne donne pas des visas aux étudiants francophones pour qu'ils puissent venir participer à cette grande vision néolibérale. Et donc, c'est une vision qui est vraiment mal adaptée pour la francophonie canadienne. Puis en même temps, la francophonie canadienne ne peut pas dire, ben nous, on se situe à l'extérieur de cette vision pour développer notre propre petite vision à nous. Ce principe de collaboration, on le retrouve aussi dans le rapport Quirion sur l'avenir de l'université au Québec. Si vous allez voir les plans stratégiques dans la plupart des universités québécoises, il y a le mot collaboration qui apparaît partout. Et en plus, c'est comme s'ils nous avaient piqué nos idées, le mot « s'engager dans son milieu ». Toutes les universités maintenant veulent faire le virage de travailler pour le bien commun autour des objectifs de développement durable, être plus présent dans sa communauté. Alors que nous, c'est un principe structurant dans notre milieu, mais on nage à contre-courant des grands principes en ce moment de cette vision néolibérale de l'enseignement, de la recherche, du service à la communauté. Et c'est comme si on était maintenant des leaders afin d'amorcer ce virage avec d'autres universités. Alors, cette université en francophonie canadienne, en fait, il faut qu'elle soit aussi dans une vision plus large d'une transformation de la conception qu'on peut avoir de l'enseignement postsecondaire, notamment en français au pays. Et une vision en ce moment qui est obsédée par les palmarès. Il faut monter dans les palmarès. Il y a même des palmarès pour les petites universités ou les universités de petite taille. Et ça va à l'encontre, puis les facteurs d'impact. C'est-à-dire, dans la vision en cours, ce qui compte, c'est le nombre de fois qu'on est cité. Puis pour être cité, il faut publier dans les grandes revues anglophones. Alors ça, Vincent Larivière l'a très bien montré. L'ACFARS a publié une étude avec Vincent, d'ailleurs, puis Lucie RML, qui le démontre très, très bien. Donc, on est, nous, dans un mouvement en ce moment de transformation d'une vision. Et ce qu'on amène autour, dans ce débat-là, c'est une vision quand même fondée, comme le dit Alain, sur la collaboration et l'idée qu'il faut revenir vers nos communautés. Donc, c'est une redéfinition de l'équilibre entre l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Mais dans cette vision-là, il ne faut pas oublier, là, en milieu minoritaire, que c'est une vision fondée aussi sur le savoir. C'est une nouvelle relation entre le savoir et la communauté, entre la science et la société. Parce que je nous entends beaucoup parler de collaboration, développer des programmes, mais c'est redéfinir une communauté autour d'un projet de savoir. Ce n'est pas juste redéfinir l'université autour d'un projet communautaire, c'est l'articulation entre les deux. Et donc, moi, j'espère que dans cette vision globale du postsecondaire en français,
qu'on ramène, puis on le voit dans le projet de loi C13. Il y a une disposition, il y a un article qui dit qu'on veut promouvoir la science en français, on veut promouvoir le français dans les diplomaties internationales, dans les affaires étrangères. Donc là, il y a matière au sein du gouvernement à une collaboration entre IRCC, les affaires étrangères, ou les affaires étranges, comme vous voulez, et puis patrimoine canadien. C'est-à-dire, là, il y a un beau terrain, une belle occasion à saisir pour les fonctionnaires qui voudraient justement travailler avec nous à cette vision d'une nouvelle articulation des rapports entre la science et la société, ancrée dans un milieu qui est celui d'une communauté. Et là, il y a des belles mesures positives à prendre avec l'intention de faire avancer la communauté francophone. Alors, c'est ce que je dirais. Donc, une vision qui est devenue post-libérale, si on veut utiliser le mot post, là, on l'a beaucoup utilisé hier. Donc, une vision post-libérale, ancrée dans une conception du bien commun, qui est devenu nécessaire, pas seulement pour les petites universités, mais pour l'ensemble des universités, parce qu'on est interpellé sur le plan international. Qu'est-ce que vous faites pour les objectifs de développement durable? Qu'est-ce que vous faites pour la pluralité linguistique, pour la diversité linguistique? Toutes les universités sont interpellées et nous, moi je pense qu'on est en avant de la locomotive. On peut être des leaders dans la mise en place de cette vision-là avec des pratiques justement de collaboration comme le CNFS qui sont intéressantes, pas juste pour nous, mais aussi pour le Québec. Alors, puis au Québec, on vient de créer un cours, 7 universités québécoises qui créent un cours sur l'internationalisation des universités. Ça aurait été bien qu'il y en ait une hors Québec. Mais c'est quand même intéressant, il y a des collaborations. Donc, il s'agit, à mon avis, de bien répertorier tout ce qui se passe en ce moment pour voir comment, dans ce qui se passe en ce moment, s'esquisse cette vision dont on appelle de nos voeux. Et dans cette vision, il faut vraiment redéfinir les facteurs d'impact ou les éliminer. Dans le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a adhéré à la Charte de San Francisco qui dit que fini les facteurs d'impact. Il faut redéfinir tout ça. Il faut arrêter de se mettre en rivalité constante. La rivalité, c'est le fun, hein? On le sait, être un petit peu compétitif, c'est pas mauvais dans la vie, mais de faire de la compétition entre nous une fin en soi, ou le seul résultat de notre travail, ça, c'est destructeur. Puis là, on a des conseils scientifiques qui disent, qui adhèrent à des chartes, mais ils ne les respectent pas. Donc, beaucoup de cohérence qu'on a besoin. Et tous les acteurs autour de la table, hier, on a parlé d'une table de concertation. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on ferme la porte des autres, là. Conférence des ministères de la francophonie canadienne, conférence des ministres de l'Éducation, même s'ils disent que ça ne les concerne pas, le postsecondaire, oui, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens se parlent, que ce soit en matière de relations fédérales-provinciales, on veut que les gens se parlent, on veut que tout le monde se parle autour de cet objectif commun pour pas qu'on ait des annonces d'un bord, que les autres de l'autre sont pas au courant, puis que là, il faut tout réévaluer parce qu'il y a des annonces. Donc, moi, je dirais que donc cette vision, elle doit aller au-delà de la vision libérale actuelle. Elle doit s'insérer dans une nouvelle vision qui n'est pas seulement de la francophonie canadienne, mais qui est de la francophonie, point, qui inclut le Québec aussi, puis qui interpelle le Canada dans son ensemble. Est-ce que la vision néolibérale de l'enseignement supérieur, c'est gagnant? En fait, est-ce que ça vise vraiment l'excellence universitaire? Parce que c'est une vision qui crée des monopoles. Ça donne tout à 15 universités. Ce que je trouve intéressant, Linda, c'est cette vision-là, puis un peu ce que vous avez dit aussi, M. Théberge et Alain aussi, c'est comme si on est à l'avant-scène ou à l'avant-plan ou pour amorcer des transformations qui pourraient se répercuter dans tout le postsecondaire, comme si on est forcé de réagir de par la situation particulière qui est la nôtre. Puis ça fait écho aussi à la conférence de Joël hier, qui parlait de peut-être un moment de refondation auquel il faudrait peut-être se raccrocher. Et si on pense à une nouvelle vision qui pourrait amorcer cette refondation-là, quelles seraient les composantes essentielles? Alain, tu as déjà commencé à faire référence à certaines recommandations, tu en as certainement d'autres, je suis convaincu. Donc, comment on pourrait donner forme à cette vision-là? Bien, une autre chose qu'on a entendu beaucoup des parents et des jeunes, encore une fois, c'est qu'on le connaît mal, ce réseau-là. On connaît mal l'offre réelle qui existe en français au Canada.
Et je parlais avant-hier avec Gillian Anderson, qui est la présidente de la Commission nationale des parents francophones. Elle était à Edmonton, qui me disait, ben moi, ma fille, elle est dans le sport, puis elle ne peut, tu sais, il y a l'option du campus Saint-Jean, mais je ne connais pas comme maman toutes les autres options qui pourraient permettre à ma jeune fille, qui est à cet âge-là, d'aller dans une université où il y a du sport, mais où elle peut étudier en français. Ces universités-là ne viennent pas en Alberta. Ils ne viennent pas nous parler. Donc, pour moi, ça démontre encore une fois qu'on a une approche où les institutions locales sont en contact avec nos communautés locales, mais il n'y a pas un pont qui est fait avec ces autres options-là. Et donc, ça, pour moi, c'est extrêmement problématique parce que si on veut une vision d'ensemble, il faut l'offrir et il faut que... On parle de découvrabilité de contenu en français là, dans les médias, mais il faut de la découvrabilité de nos programmes. Puis pour moi, ça passe par des initiatives comme un consortium national, des registrariats qui vont faire de la promotion commune de l'ensemble de l'offre postsecondaire, qui vont aller dans les écoles secondaires. Moi, je viens de Sudbury, j'ai eu des présentations de la Laurentienne, d'Ottawa, puis de Moncton, quand ils pouvaient venir se déplacer à Sudbury. Fait que j'ai eu 3 options qui m'ont été présentées, il y a une quinzaine d'années déjà quand même, mais 3 options sur 22, en plus du Québec, mais ça, c'est un autre monde qu'on connaissait encore moins. Alors, pourquoi on ne se dote pas de ces outils-là pour aller parler aux jeunes, qu'on s'assoit dans son école secondaire? C'est quels sont tes rêves? Voici le carnet complet des options. Et facilitons, on parlait de mettre les étudiants au centre de tout et la communauté. Eh bien, on ne le fait pas, ça. On ne le fait pas. Alors, je pense qu'il y a des débuts peut-être par rapport à la promotion à l'étranger que nos établissements font ensemble, mais ils ne le font pas pour le Canada. Alors ça, il y a quelque chose de très concret à bâtir là. Une tournée pan-canadienne, un accompagnement de la personne dans ses aspirations et un programme national de bourse de mobilité. Je vais le dire, je vais le redire. Ça, c'est quelque chose de très concret que tous les gouvernements pourraient contribuer à un programme de bourse de mobilité. Il faut se donner cet outil-là. Encore une fois, ce n'est pas réaliste de créer une offre complète dans chaque région, dans chaque domaine possible. Mais c'est très possible et quand même pas si cher que ça de penser à un programme de bourse francophone, national, qui pourrait être géré par des partenaires communautaires en collaboration avec les institutions. J'y crois et c'est assez facile, je pense, si on se donne les moyens. 2 autres enjeux là, qui touchent encore les étudiants dans leur expérience, on en a parlé un peu hier, d'appuyer le leadership jeunesse sur les campus. On appuie le leadership jeunesse au secondaire. Mais quand ils sont arrivés au campus, on oublie toute la notion d'aménagement linguistique. Edith, tu en parlais, je pense, hier. Mais appuyons nos associations étudiantes, appuyons le Paripour sur les campus. Assurons-nous d'avoir des activités en français, pas juste sur le campus, mais dans la communauté à côté. Quand je suis venu à l'Université d'Ottawa, je connaissais mon campus, mais je venais d'une autre région. Je ne savais pas qu'il y avait la Nouvelle-Scène. Je ne savais pas qu'il y avait tout ce dynamisme culturel dans mon milieu à l'extérieur du campus. Alors, pensons ça aussi, là, la vie en français. Et je vais m'arrêter là-dessus peut-être, mais nos étudiants internationaux, on pourrait en parler longtemps, mais on ne prend pas nos responsabilités quand ça vient aux étudiants internationaux. On les recrute, on leur charge des frais de scolarité faramineux et on ne s'assure pas de leur réussite en français dans nos communautés. Et ça, là, on a une responsabilité collective à réussir cela, à assurer une transition harmonieuse, j'espère, envers la résidence permanente, à s'assurer qu'ils ont des emplois, à lutter contre le racisme et aux discriminations auxquelles ils font face. Ça, c'est un engagement moral qu'on a besoin de prendre ensemble pour réussir et être fiers de tout ce projet collectif qu'on est en train de bâtir. Merci beaucoup. Alain, Alain fait allusion à beaucoup d'éléments qui renvoient à l'expérience étudiante et c'est tout à fait normal. Ils sont au cœur de nos établissements. J'imagine qu'on peut aussi imaginer d'autres composantes de cette vision-là pour les autres éléments qui font vivre aussi les établissements.
Ce qui est intéressant, là, c'est, je vais dire des choses qui ne sont que le prolongement, encore une fois, de ce que dit Alain, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une université, c'est, oui, les services, c'est les étudiants, c'est les programmes d'enseignement, c'est aussi la recherche, c'est aussi le service. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on veut une université qui repose beaucoup sur l'engagement pour le milieu communautaire. Donc, on voit qu'il y a un certain rééquilibrage. Alors, je vais commencer par le côté service d'une université, donc son lien avec la communauté. Moi, j'aimerais mettre de l'avant un nouveau concept dont on parlait hier, et c'est grâce à ma collègue Edith Dumont qu'on a parlé de ce concept-là. C'est le concept de bien-être linguistique. Il faut en finir avec l'insécurité linguistique. C'est un concept honni, c'est un concept à proscrire, c'est un concept de perdant, et c'est un concept fondé sur l'individu. Et je sais qu'en disant ça, je vais me faire lancer des tomates virtuelles parce qu'il y a 20 ans de recherche derrière en insécurité linguistique, mais qui repose sur toujours un individu qui est détaché de son contexte. Et nous, comme université, on n'a pas encouragé l'insécurité linguistique, on n'a pas encouragé aussi cette identité de l'étudiant qui te dit « Ah ben moi, madame, je souffre d'insécurité linguistique. » Moi, mon rôle comme professeur, comme universitaire, c'est de m'assurer que tu vis un bien-être linguistique. Ce que tu me décris, en fait, c'est l'effet de l'anglo-normativité dans notre société. Ce que moi, je veux faire pour que tu vives une belle expérience étudiante, c'est te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre ton bien-être linguistique, le développer. Puis là, à ce moment-là, l'étudiant étranger qui arrive, bien, il arrive dans un contexte où il sent qu'il est dans une université qui a à cœur le bien-être de ses étudiants. Que l'on vienne de Windsor, que l'on vienne de Moncton, du Yukon, de Dakar, que l'on vienne d'un peu partout en francophonie. Quand on vient en milieu minoritaire, c'est super intéressant parce que la valeur ajoutée des petits établissements en milieu minoritaire, c'est qu'ils ont à cœur le bien-être linguistique de leurs étudiants. Donc ça, pour moi, ce serait en inversant les équations. Là. Ça, il faut mettre de l'avant cette idée du bien-être linguistique comme un élément clé du rôle de l'université dans son milieu. Avec tout ce qu'il y a d'autre à faire comme université pour être un véritable lieu d'accueil des étudiants, mais aussi des besoins de la communauté. Moi je dis toujours, on est les nouveaux centres culturels, et on est les anciennes églises. On est des lieux de passage, on est des lieux autour desquels les communautés veulent se projeter dans l'avenir à travers le savoir. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une demande de savoir des milieux. À l'UF, Edith va vous en parler, elle est toujours en rencontre avec des partenaires communautaires qui veulent développer des micro-programmes, mais qui veulent aussi qu'on développe de la recherche pour répondre à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours besoin d'avoir des données. Moi, je rêve d'avoir des programmes ou des micro-programmes en analyse des données, d'avoir des centres dans les universités où on travaille avec le milieu communautaire à faire sens de toutes les données qui sont publiées, soit par Statistique Canada ou par les instituts de santé, etc., pour qu'on puisse créer cette intelligence collective en milieu minoritaire autour de ce qu'il y a comme recherche qui circule, parce que c'est ça aujourd'hui. Puis il y a tellement de désinformation, on veut être capable d'avoir la bonne information. Ensuite, plus pointu en matière de recherche, dans nos milieux, mais je dirais pour l'ensemble du Canada. Puis ça, je dois l'idée au président de l'ACFAS, une idée que j'ai trouvée vraiment extraordinaire dans une rencontre de l'ACFAS, dans la vitrine des savoirs, quand Jean-Pierre Perrault nous dit que ça prendrait des quotas dans les agences de recherche pour que les francophones déposent des projets de recherche en français. Tu sais, Martin et moi, on a déposé des projets aux IRCC, puis on regardait les statistiques de projets déposés en français. On avait l'impression qu'on était les seuls, des fois. Parce que les chercheurs, aujourd'hui, pensent qu'ils vont avoir de meilleurs résultats s'ils déposent leur projet de recherche en anglais. Et ça, c'est beaucoup au Québec, ça peut être aussi chez nous. Et comme il y a des quotas pour la musique francophone, ben moi, je dis qu'il devrait y avoir des quotas pour la recherche en français. Et là, encore une fois, ça pourrait être une mesure positive qu'on pourrait prendre pour favoriser la recherche en français, mais pas seulement hors Québec, mais dans l'ensemble du Canada. Donc, revoir cet équilibre-là.
et avoir donc des financements ciblés. Ensuite, il y a un autre enjeu vraiment important en recherche, c'est que nos petites universités, là, on n'aura jamais accès à des grands équipements. Hein? Et Alain l'avait dit au début, les grandes universités ont des responsabilités envers les petites universités. Pas de venir créer des campus dans nos universités, mais plutôt de mettre à la disposition des petites universités, des chercheurs des petites universités, peut-être des équipements. Et de créer de la mobilité entre chercheurs. Comme je disais hier dans un de nos groupes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des programmes où on permet à des équipes de recherche dans des petits établissements de s'associer à des équipes de recherche dans des plus grands établissements pour permettre à leurs étudiants aussi, dès la 3e année, d'aller travailler avec d'autres chercheurs. Alors, quand on parle de mobilité, ce n'est pas juste mobilité des programmes, c'est mobilité de la recherche. Il y a une autre composante importante en ce moment, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage expérientiel. C'est devenu une composante essentielle de nos universités. Tant l'apprentissage expérientiel, c'est d'amener l'étudiant à partir d'un projet de recherche avec un groupe communautaire, à aller vivre une expérience dans un groupe communautaire et de développer une réflexion sur ce travail-là. Alors ça, c'est une autre composante qui, à mon avis, a besoin d'être vraiment réfléchie dans nos milieux. Et je dirais une chose, la CEFC pourrait créer des campus numériques partout dans nos milieux où on a besoin pour créer de plus grandes synergies avec nos milieux, faire des échanges de cours. L'Agence universitaire de la francophonie l'a créé en Afrique. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le créer entre nous? Les expériences internationales de collaboration, là, la co-diplomation, les co-tutelles, les campus, ça existe. Pourquoi on ne peut pas le faire au Canada? Là, il y a un projet de loi C13 qui devrait être adopté au plus vite pour que, justement, on puisse utiliser ces leviers-là dans ce projet de loi-là pour mettre de l'avant des projets très, très, très concrets. Oui, c'est de trouver des leviers qui permettraient d'améliorer ce passage transversal entre les établissements, cette collaboration interprovinciale qui peut parfois connaître des écueils à cause de barrières politiques, administratives, juridictionnelles. Et ça, je suis sûr que Monsieur le commissaire, vous en entendez parler aussi de ces barrières-là, de la difficulté d'imaginer des mesures positives aussi. Mais vous, quelles seraient les composantes que vous verriez pour justement donner corps à une vision du postsecondaire qui nourrit la dualité linguistique au Canada, mais qui reconnaît aussi la spécificité des établissements francophones en milieu minoritaire? Eh bien, j'appuie tout ce qui est dit par Mme Cardinal et M. Dupuis. J'aimerais revenir sur le concept de la compétition, qui est, à mon avis, malsaine dans notre milieu postsecondaire francophone à milieu minoritaire. Mais c'est en grande partie dû au système de financement qui est en place. Un financement qui est inadéquat, qui fait en sorte qu'on est toujours à la recherche d'un plus grand nombre d'inscriptions d'étudiants et d'étudiantes. Donc, c'est pour cette raison que lorsque Alain était étudiant, on avait des présentations de multiples institutions parce que ce qui était important, c'était d'aller chercher des inscriptions. Depuis déjà 20 ans, ou peut-être plus que ça, les investissements des provinces et des territoires diminuent dans les institutions postsecondaires, que ce soit collégiales ou autres, qui fait en sorte qu'on fait face à un concept à l'équité. En d'autres mots, qui peut accéder à l'enseignement postsecondaire, universitaire ou collégial? Et si on veut s'attaquer au concept de la compétition, on doit s'attaquer au modèle de financement. On doit avoir un modèle de financement qui répond à la réalité des communautés francophones en milieu minoritaire, à nos institutions, pas un modèle qui est fondé sur celui de la majorité. Et très souvent, ce qu'on fait tout simplement, c'est on dit, vous allez recevoir le même montant de financement que vous soyez une institution postsecondaire francophone ou anglophone. Et étant donné la taille de nos institutions, nous avons des institutions de taille humaine, avec le cachet que ça nous amène, avec les particularités que ça nous amène. Mais pour être en mesure d'offrir une gamme de cours, une gamme de programmes, le système de financement doit être différencié. Aussi, on doit penser en termes de collaboration. C'est clair que on en a parlé beaucoup, mais est-ce que
on doit penser aussi, je pense que Mme Cardinal en fait référence, c'est un changement de paradigme en termes de la façon qu'on conçoit le système postsecondaire francophone en milieu minoritaire. En d'autres mots, est-ce qu'on veut se calquer sur le système anglophone ou plutôt on veut se développer un système en fonction de nos besoins, des besoins de nos communautés? Et je pense que C13 et les mesures et tout ce que ça peut sous-entendre en termes de mesures positives, oui, effectivement, dans la mise en œuvre de la loi, une fois adoptée, on devra tenir compte de la façon qu'on fait la mise en œuvre de la loi pour justement différencier les programmes, les approches pour nous mener vers l'égalité réelle. Mais je pense que pour nous, comme collectivité, on doit se doter d'un système qui répond à nos besoins en fonction de nos aspirations. Et pour cette raison, les propos, j'aime beaucoup l'idée de 22 institutions. Il y a universitaire et collégial, c'est un réseau, et on doit y avoir des synergies, on doit avoir des passerelles. On peut se créer une capacité d'offrir des programmes. J'aimerais peut-être ajouter aussi là, à la notion du financement, parce qu'on s'entend, c'est un problème, c'est le nerf de la guerre. Souvent, l'idée, la priorité de réformer les modèles de financement, là, il faut aller là. Il faut aller là. Quand on a ajouté l'article 23 à la Charte des droits et libertés, le fédéral a créé le programme des langues officielles en enseignement qui avait comme objectif, qui reconnaissait qu'il y avait des coûts supplémentaires pour les provinces et territoires pour soutenir un réseau d'écoles et de conseils scolaires parce que ça coûte plus cher faire de l'enseignement en français pour des plus petits nombres. Ça, c'est juste une question là, de mathématiques, mais on l'a reconnu pour le domaine scolaire et on n'a jamais reconnu ça pour le domaine postsecondaire. Pourtant, l'enjeu est le même. Des petits milieux, des petites classes, on n'a pas les économies d'échelle. Alors, ça, il faut travailler là-dessus. Puis moi, j'encouragerais la CUFC, RCCFC et peut-être d'autres d'établir vraiment un dialogue structurant sur la question avec les 13 gouvernements pour discuter de ce défi-là, de modèle de financement. Puis d'établir des pistes concrètes. Il y a des modèles qui ne sont pas juste par tête de pipe. Il y a des modèles qui tiennent compte des coûts supplémentaires pour certaines régions, puis etc. Mais il y a des apprentissages à faire dans les 12 juridictions des provinces et territoires pour aller voir c'est quoi les autres modèles qui existent, dégager un consensus avec les institutions et les gouvernements des provinces et territoires pour reconnaître des modèles de financement à leur niveau qui soutiennent une programmation. Et ensuite, il y a le volet fédéral. Très heureux de l'engagement de 121 millions sur 3 ans du fédéral, l'engagement du gouvernement en place de le rendre permanent. Mais comment on va canaliser cette aide-là, cet appui fédéral-là? Comment le fédéral peut-il intervenir? Puis je pense qu'on a offert depuis le mois de septembre plein de pistes où le fédéral peut intervenir sans dire que c'est dans la programmation directe qui est une compétence des provinces. Tout ce qui est appui à des réseaux, à des plans d'action, à des stratégies interprovinciales, à mon avis, c'est là où le fédéral peut intervenir. Tout ce qui cherche à créer de l'accès dans des domaines stratégiques où on a des pénuries d'emplois, ça, c'est un milieu. Le CNFS, ça a été financé par Santé Canada. Il y a un précédent ici. Alors, le fédéral peut intervenir ici. Créer des infrastructures clés entre les institutions et les communautés. On a un concept scolaire communautaire. Pourquoi pas postsecondaire communautaire aussi? Des infrastructures et un milieu de vie qui bénéficie aussi à la communauté. Puis, je le rementionne encore parce que j'y crois, un programme national de bourse de mobilité, le fédéral peut intervenir. Alors, il y a en masse de travail à faire. Il faut juste que les gouvernements, je pense, aient des discussions et qu'on focalise la question sur les modes de financement pour les prochaines années parce que c'est un problème majeur qui doit être appuyé par des stratégies concrètes. Bien, imaginons qu'on s'en donne une vision globale puis qu'on se donne des moyens d'agir. Comment on mesure le progrès? Parce qu'il faut aussi réfléchir à ça. C'est peut-être un réflexe de chercheur, là, mais il faut aussi mesurer ce progrès-là pour être capable de justifier qu'il
les investissements sont rentables, oui, mais que nos communautés progressent aussi. Donc, Linda, comment on pourrait mesurer ce progrès-là dans 5, 10 ou dans 20 ans et s'assurer qu'on agit effectivement dans le sens que les communautés le souhaitent, mais que les établissements souhaitent progresser aussi? Bien, j'ai fait un petit exercice, là. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans et dans 20 ans? Disons que dans 5 ans, on a notre vision, là, de cette vision globale qui ne va pas arriver par immaculée conception, là, parce qu'on sait que ça repose sur du dialogue, ça repose sur des rencontres aussi avec des universités du Québec, ça repose sur énormément de facteurs, mais je dirais que dans 5 ans, puis là, j'ai pris cette citation-là de votre rapport, des incitatifs financiers à la collaboration qui auraient des effets multiplicateurs pour la mise en place ou la poursuite de collaboration et de partenariat. Je dirais que ça, c'est dans le plan d'action sur les langues officielles. Hein? Dans 5 ans, il y a un plan d'action sur les langues officielles qui a une composante importante pour le postsecondaire. Dans 5 ans, on a cette table de concertation dont vous parlez et on a des acteurs qui adhèrent pleinement aux principes dont parlait Alain au départ autour de la notion de collaboration, mais des indicateurs, par exemple, le nombre de collaborations interinstitutionnelles dans 5 ans. Combien on en a? Combien on a créé de cours entre nous? Parce que il y a beau avoir les enjeux d'accréditation, mais c'est possible qu'il y ait de la mobilité, des équivalences de cours d'une province à l'autre. Alors ça, c'est pas seulement les gouvernements qui peuvent faire ce travail-là, c'est les directeurs de programme qui disent, ben moi, pour tel cours qu'on va créer en commun, il va y avoir l'équivalence dans mon université. Le nombre de programmes développés, c'en est un. Le nombre de mobilités entre les universités francophones en milieu minoritaire et aussi avec le Québec. Il y a quand même la politique du Québec en matière de francophonie. Ça n'a pas été mentionné, mais c'est quand même important parce qu'il y a un volet important pour le postsecondaire, pour la recherche, pour la mobilité. Il faut aussi profiter de cette occasion. Nombre de projets de recherche en collaboration en français. Nombre de rencontres avec les partenaires et les acteurs, nombre de publications aussi destinées au grand public, parce que si on veut remettre en question les facteurs d'impact, il faut revoir aussi qu'est-ce qui est l'excellence universitaire en matière de publication. Est-ce que ça veut dire publier dans une revue en anglais que personne ne va lire, ou bien ça veut dire publier dans des revues que les gens lisent, publier des textes qui peuvent avoir une valeur communautaire, et scientifique en même temps. Alors, tout ça, c'est des indicateurs à développer si on est pour avoir une vision. Puis là, je ne dis pas qu'il faut arrêter de compétitionner entre nous, mais moi, je dis plutôt qu'il faut se dépasser. Se dépasser, c'est une autre façon de parler de la compétition, mais autrement. Parce que ça fait partie de nous aussi de dire, ben, je vais être meilleur que toi, puis je peux quand même être ton ami pareil. Tu sais? C'est juste que c'est vouloir se dépasser puis se donner des objectifs. Donc, puis dans 10 ans, bien, dans 10 ans, vous avez dit dans la synthèse des ateliers, les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire peuvent d'ores et déjà compter sur d'importants succès en matière de collaboration qui ont pris la forme, par exemple, d'ententes d'arrimage, de programmes offerts en partenariat ou de partenariats de recherche. Bien, ça reprend les indicateurs de 5 ans, puis là, on les élabore. Puis là, on commence à évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les leçons dont on tire des partenariats pour voir comment on peut les améliorer. Et moi, je dirais que dans 10 ans, les universités et les collèges auront peut-être appris à travailler mieux ensemble et à mieux répondre aux besoins de leur milieu. Et là, dans 10 ans, le concept de bien-être linguistique va être acquis pour tout le monde. Puis même, on va se donner des indicateurs de qu'est-ce que ça veut dire, le bien-être linguistique. Et dans 20 ans, moi, j'ai repris cette idée-là de votre sondage, la CEFC. Dans 20 ans, les établissements d'enseignement supérieur, collèges et universités vont toujours être le poumon des communautés. Vont être le poumon des communautés, mais ils seront mieux établis et renforcés par 20 ans de collaboration. Et là, je vous cite, et je dis, elles auront trouvé leur niche partenaire avec qui elles préfèrent travailler, parce que travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être les 22 ensemble, puis avec les universités du Québec. Ça veut dire que certaines universités vont développer leur lien avec l'Université Laval, d'autres universités, ça va être l'UF puis Moncton. C'est d'être capable là, de développer des partenariats sans que les gens se regardent comme des chiens de faïence et que
on puisse dire, ben là, on a nos collaborateurs et puis on est en train là, de recartographier l'enseignement supérieur en français. Et là, vous dites dans votre synthèse, une logique de concurrence sera assurément mise de côté au profit d'une logique de complémentarité. C'est le mot de complémentarité qui est intéressant ici. Une telle logique amènera les établissements à tendre vers une reconnaissance officielle et mutuelle de pôles d'excellence et de spécialisation. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Et je dirais, pour conclure, qu'il faut voir les universités comme un investissement et non pas comme une dépense. Hein? Puis, il faut voir il faut soustraire cet investissement aux rivalités fédérales provinciales. Là, je pense qu'il y a un travail vraiment important à faire parce que l'enseignement supérieur, c'est la richesse de nos sociétés. Ça ne peut pas être vu comme un coût. Le coût va toujours être important. Si on décide d'investir dans nos universités, dans les collèges, c'est sûr que ça va toujours coûter plus cher parce que les besoins vont toujours être là. Donc, il faut vraiment voir ça comme un investissement. Ça fait partie de l'humanisation de notre société, ça fait partie de la diversité humaine. Et là, il y aura un recadrage dans 20 ans. En tout cas, je l'espère, mais comme tu disais au début, on se projette. Bon, ben moi, dans mes projections, l'université, c'est plus juste le lieu où on vient, on compétitionne avec des clients pour accroître le marché. Les innovations qu'on fera, l'amélioration de la productivité qu'on aura dans notre société, elle reposera sur un engagement envers nos sociétés. Mm-hmm. Et M. Tébert, j'imagine qu'il y a des choses dans ce que Linda vient de dire qui résonnent aussi. Je veux dire, au commissariat en langues officielles, vous essayez de trouver des moyens de faire en sorte que les communautés s'épanouissent et qu'elles soient reconnues dans l'ensemble canadien. Et vous êtes, par la force des choses aussi, à produire des données pour voir comment tout ça progresse. Donc, de votre côté, comment vous mesuriez ce projet-là, ce progrès-là? Eh bien, le thème auquel on se baserait, à mon avis, c'est l'égalité réelle. Le projet de loi C13 vise l'égalité réelle, qui veut dire que dans cette définition, on doit utiliser des moyens différenciés pour arriver à créer ou atteindre cette égalité réelle. Ce qui est intéressant de ce qui est proposé dans votre document, c'est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les indicateurs au niveau sociétal, au niveau, par exemple, de la participation des diplômés dans les activités, non seulement au niveau de main-d'œuvre, au niveau de travail, mais au niveau d'engagement dans la société, jusqu'à quel point est-ce que la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui est aussi un élément important, jusqu'à quel point qu'elle est ancrée dans notre société. Nous, ce qui est important, c'est d'identifier certains vecteurs, certains indicateurs pour démontrer que nos communautés sont de plus en plus solides, sont de plus en plus fortes. Et les mêmes vecteurs, les mêmes indicateurs pour sonder la santé de nos communautés, c'est une façon de sonder la santé de nos systèmes postsecondaires. Comme le disait Mme Cardinal, le système postsecondaire, c'est un peu comme le poumon de nos communautés. Et moi, j'aimerais voir une façon de mesurer l'engagement de nos institutions dans leur communauté et jusqu'à quel point aussi qu'il y a une interaction entre la communauté et les institutions pour travailler ensemble pour assurer un meilleur avenir pour nos communautés. Et je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est que dans 20 ans, est-ce qu'on va avoir un modèle qui est calqué sur le modèle de la majorité ou est-ce qu'on va avoir un modèle qui va répondre aux besoins de nos communautés, de nos collectivités. Et je pense qu'un système en santé va nous amener à une communauté en santé. Merci beaucoup, M. Théberge et Alain.
Dernière intervention, comment on mesure ce progrès-là du point de vue des communautés? Bien, je pense que c'est clair qu'il va nous falloir un plan stratégique, des mesures de rendement, peut-être un observatoire au sein de la CUFC pour mesurer ces grandes données-là et suivre ces grands progrès-là. Évidemment, pour nous, l'accès est fondamental, une plus grande diversité de programmes dans plus de régions, une formule de financement adaptée, ça va être une mesure de succès. La mobilité de nos jeunes et la rétention de nos jeunes entre le secondaire et le postsecondaire. On est juste à 50% des jeunes de nos écoles secondaires qui vont poursuivre. Ça, c'est un indicateur assez important. L'insertion professionnelle aussi, après les études. Bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, alors c'est peut-être plus facile qu'il y avait quelques années pour trouver des emplois, mais quand même, il faut s'assurer que ces jeunes-là qui sont formés ou que ces étudiants-là viennent ensuite et puissent travailler en français ou dans un environnement bilingue. Le leadership étudiant aussi, comment on va soutenir ça. M. Théberge le mentionnait un peu, mais moi, je veux voir les mots communauté ou développement de la communauté et réussite des jeunes francophones dans les missions mêmes ou les plans stratégiques de chacun des établissements. On le disait hier, il ne faut pas que ce soit juste de surface la collaboration, il faut que ce soit une valeur qui est intégrée dans tous les plans de nos organismes. Et un dernier point qu'on n'a pas beaucoup discuté aujourd'hui, mais qui est un facteur de succès, c'est l'idée de la complétude institutionnelle, le désir de prise en charge des communautés, de leur avenir. Ça demeure une aspiration collective très forte dans toutes les régions. Est-ce que ça veut dire des universités autonomes et des collèges autonomes partout au pays? Probablement pas. Mais il faut réfléchir cette idée-là de prise en charge. Comment on va outiller la communauté à avoir une influence sur le domaine postsecondaire. Parfois, c'est des institutions indépendantes. Parfois, c'est des campus autonomes, mais associés à des institutions, mais définitivement avec des leviers sur des budgets et sur de la programmation. Parfois, ça veut dire des programmes en français qu'on va créer avec des organismes communautaires dans des régions qui n'auront pas d'institutions francophones, mais au moins, il y aura une collaboration étroite avec une institution locale et peut-être une institution francophone ailleurs au pays. Mais tout ça pour dire le par et pour et la participation des communautés, une influence des communautés pour le développement du secteur à l'avenir. Ça, c'est très clair que ça doit faire partie de notre vision d'avenir. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant avec vos réponses, c'est qu'on commence à donner une cohérence à notre exercice. Pas qu'on n'en avait pas jusque-là, mais on la voit mieux peut-être maintenant en se disant qu'au niveau macro, on agit sur une vision globale. Au niveau méso, on a accumulé toutes ces données-là dans les derniers mois sur les besoins, les expériences. Et là, en finissant cette discussion-là avec les indicateurs, ça nous permet au niveau micro de dire comment agir. Parce que c'est sur ces indicateurs-là qu'il faut agir et ça donne une marche à suivre et ça nous pointe dans certaines directions pour agir. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour des questions du public, même 15 pour des questions du public. Donc, s'il y en a ici, on a un micro de prêt, on peut vous l'apporter pour des questions. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de clavardage. Il y a quelqu'un dans la salle ici qui va les relayer. On a une première question à l'avant. Merci beaucoup pour les présentations. Je trouve qu'Alain nous a ouvert une belle porte que j'aimerais qu'on poursuive dans cette voie-là sur la question du par et pour, parce que on a beaucoup parlé de collaboration, de se rapprocher des communautés, puis ça va, mais on peut faire tout ça, il me semble, sans toucher à la question de la gouvernance, de cette complétude institutionnelle. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, Alain, mais les autres aussi, aller un petit peu plus loin sur ce que ça peut vouloir dire là, dans 5 ans de tendre davantage vers cette complétude institutionnelle pour le postsecondaire. Tu veux commencer, hein? Oui, bien comme je le disais, ça peut vouloir dire plusieurs choses dans plusieurs régions. Mais l'idée, c'est quel est le niveau d'influence ou un dialogue permanent avec les acteurs communautaires et l'institution postsecondaire. On travaille encore beaucoup en vase clos. Est-ce qu'il y a des membres de la communauté qui siègent à des conseils d'administration ou à des conseils des gouverneurs? Ça, c'est évidemment une première étape assez de surface, mais ensuite, c'est quoi ce dialogue-là? Moi, je voudrais voir, avec chacun des établissements, un dialogue avec les organismes communautaires sur
la question de la prise en charge, sur c'est quoi les progrès, les étapes vers lesquelles on peut aller pour s'assurer qu'il y a ce sentiment-là et ce lien-là continu et qu'il y a un pouvoir d'influence et qu'on sente que les établissements sont là, ne sont pas à part, ils ont un rôle, c'est pas qu'elles doivent répondre exactement à tous nos besoins tout le temps. Il y a une importance d'avoir des établissements qui sont parfois autonomes et qui ont une logique autre, notamment pour la recherche et le savoir. Ça, faut que ça se fasse en collaboration avec la communauté, mais les chercheurs doivent faire leur recherche de façon indépendante. Mais il me semble, là, il y a tellement d'éléments. En Ontario, il y a eu beaucoup dans le forum régional, évidemment. La question de l'Université de Sudbury est revenue souvent. En Alberta, le campus Saint-Jean, on apprécie un certain lien avec l'Université de l'Alberta, mais en même temps, le financement, c'est un défi quand les francophones ne peuvent pas même proposer du financement sans avoir l'approbation de la maison mère. En Saskatchewan, on a la cité francophone, c'est encore plus petit avec moins de programmation, mais comment on peut penser des établissements qui se développent et qui répondent à des besoins où il y a ce dialogue continu-là? Je n'ai pas toute la réponse, mais c'est à géométrie variable, mais c'est une aspiration qui se construit avec les années en étape, à mon avis. Linda, M. Théberge, vous voulez réagir à la question sur la gouvernance? Linda? Merci de la question. Moi, je l'ai tenu pour acquis que c'était du par et pour, qu'on parlait du par et pour. Alors, parce que le développement de l'enseignement supérieur en français, le développement de programmes, la recherche, etc., il faut qu'on puisse exercer un contrôle. Et évidemment, on a des établissements bilingues dans notre milieu, on a des établissements, des campus dans des universités anglophones, et on le voit bien quand on n'est pas dans le par et pour, que ça nous met dans une situation de vulnérabilité. Mais le par et pour doit être un critère que pour le développement de l'enseignement supérieur en français, il faut viser une logique de par et pour. Même si dans une université bilingue, on va chercher un financement pour développer des services en français ou développer des programmes en français, mais il faut s'assurer que ces programmes-là vont être gérés par et pour les francophones et qui ne seront pas soumis à des logiques de normes qui font que le programme va être remis en question dans 5 ans. Il faut développer des critères pour s'assurer que dans les universités où ce n'est pas acquis le par et pour, qu'on crée des espaces de par et pour. À l'UF, ce n'est pas un problème, on est par et pour. À Moncton, ils sont par et pour. À l'Université de Saint-Boniface, c'est par et pour. Hearst, c'est par et pour. Donc, pour un ensemble d'universités, ce n'est pas un enjeu. Mais si c'est un principe, le par et pour, il faut qu'on trouve une façon de l'intégrer au développement de programmes ou d'activités à l'intérieur des autres universités qui ne le sont pas. Puis le par et pour peut devenir un enjeu dans nos petites universités quand on ne réussit pas à recruter les gens, quand on ne réussit pas à développer les programmes, quand on n'a pas accès aux infrastructures, bien là, on gère du par et pour, mais on ne gère pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que les universités par et pour ne peuvent pas développer des collaborations avec des universités anglophones amies, qui ont des francophones, qui ont des francophiles, qu'on voudrait avoir dans nos cours, puis qu'on pourrait développer des ententes de collaboration, ou par exemple, je ne sais pas moi, à Ryerson, au CAD à Toronto, ou même l'Université de Toronto, ils ont des programmes dans lesquels il y a des francophones, bien, ils pourraient venir dans nos programmes à nous, faire des cours, mais là, nous, on garde le contrôle quand même de la situation. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne perd pas le contrôle de ces enjeux-là. Mais ça soulève une autre question plus importante. La participation à la prise de décision. Nous, en milieu minoritaire, on produit un savoir. Quel est l'impact de ce savoir-là dans la prise de décision sur le plan gouvernemental? Est-ce qu'on ne travaille pas dans des grands secteurs comme l'intelligence artificielle? Peut-être l'Université d'Ottawa, ils ont une expertise là, beaucoup en anglais, mais on ne travaille pas dans des grands secteurs sur lesquels on mise pour augmenter la productivité au pays ou pour être plus compétitif sur le plan international. Mais on travaille quand même. Nos étudiants vont beaucoup en gestion, en droit, en éducation, en sciences sociales, mais c'est quand même des domaines importants où il y a une prise de décision. Et moi, ce que j'espère, élargir le par et pour à développer des programmes ou développer de la recherche
ou des services qui vont nous aider à participer à la prise de décision sur des enjeux comme les politiques de santé, les politiques d'éducation, les politiques sociales, les politiques d'emploi, les politiques de main-d'œuvre, pour qu'on fasse partie aussi de la prise de décision. Je pense que ça, c'est le prolongement du PAREPO. Puis ça rappelle la discussion aussi qu'on avait sur la reconnaissance du travail qui se fait dans les petites universités en milieu minoritaire, qui s'équivaut à celui qui se fait dans les grandes universités, mais qui n'a pas nécessairement la même reconnaissance dans la prise de décision. M. Théberge, vous vouliez ajouter quelque chose? J'aimerais juste renchérir sur le commentaire de Mme Cardinal, ce qui a trait à la recherche, au savoir qui est créé dans nos institutions et le besoin de transmettre ce savoir aux décideurs, de leur faire comprendre l'impact de leurs décisions sur nos communautés, mais aussi de leur faire comprendre la contribution de nos communautés au bien-être de la société générale. Trop souvent, on est vu comme étant une dépense et non un investissement. Donc, c'est important de faire connaître ce qu'on fait, de faire connaître la recherche qu'on produit aux décideurs. Et de très souvent, on doit changer les perceptions qui existent concernant c'est quoi une communauté minoritaire. On n'est pas tout simplement là aux dépens d'un gouvernement. On est là pour contribuer au développement de notre communauté qui, du fait même, contribue au développement de la société. Merci. Et ça fait écho aussi à la conférence de Joël hier qui nous disait qu'on ne dira jamais à l'Université McGill ou à l'Université Concordia qu'elle ne contribue pas à sa société, alors que parfois on peut avoir ce réflexe-là pour des petits établissements en milieu minoritaire. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une dans la salle. Est-ce qu'il y en a une en ligne? On a plusieurs en ligne. OK, on va en prendre une. Alors, on a Pierre-Yves Moquet, donc, qui dit, et je cite, donc, « Il est absolument d'accord que le modèle néolibéral est extrêmement problématique pour l'avenir des institutions postsecondaires en milieu francophone minoritaire et qu'il est essentiel de redéfinir une communauté de savoir. Mais comment transcender la dimension constitutionnelle qui fait dépendre l'enseignement supérieur des provinces et créer un véritable réseau universitaire francophone transcanadien ?» C'est une excellente question. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un panel de 2 heures juste là-dessus. Je vais donner la parole à Linda pour commencer en te disant que tu as 2 minutes. Bien, en fait, moi, je voudrais qu'on organise une conférence sur ça, qu'on organise un colloque. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'idées, puis j'ai juste 2 minutes, alors je vais laisser faire, mais ça prend absolument une meilleure collaboration entre le fédéral et le provincial. Tout le monde le dit, pas seulement en éducation, mais dans d'autres secteurs aussi, mais ça prend une meilleure collaboration. Puis, il y a eu tout le débat là, sur les ententes fédérales provinciales liées aux minorités, mais ça prend peut-être des vraies directives aux ministres qui pilotent ces fédérales qui pilotent ces ententes-là pour qu'il y ait toujours la lentille francophone, la lentille minoritaire dans le développement de ces ententes. Une meilleure communication entre le fédéral et le provincial. Si le fédéral annonce quelque chose, peut-être avertir la province avant. Vice-versa. C'est des choses très, très simples à faire. Mais moi, c'est un secteur de la recherche qui est très, très, très négligé. J'aimerais beaucoup qu'on développe la recherche sur les relations fédérales-provinciales en milieu minoritaire. J'ai toujours pensé, mon hypothèse, moi, c'est qu'il y a peut-être un modèle de collaboration et de coopération dans ce secteur-là qui est à explorer. Il y a des ententes. Quelle est la nature de ces ententes? Sont-elles justiciables, pas justiciables? Est-ce qu'elles habilitent les communautés ou pas? Il y a un pan de recherche dans ce domaine-là, puis il y a des rencontres à faire et des colloques à faire sur cette question-là. Merci. Oui, puis il y a une conception du fédéralisme et de la place dans le fédéralisme qui est propre aux minorités, qui est différente de la majorité. Exact. Il y a quelque chose qui nous permet de se distinguer et il y aurait tout un champ de recherche à explorer. Monsieur Théberge, peut-être sur cette dimension constitutionnelle, puis après ça, on finira avec Alain. Disons que le gouvernement fédéral est déjà impliqué dans le financement universitaire par le biais des conseils subventionnaires en recherche. C'est une implication importante. Il y a déjà eu par le passé une participation beaucoup plus active avec un transfert qui était dédié au postsecondaire. Mais il y a un danger quand même lorsqu'on dit qu'il y a une relation privilégiée avec le milieu minoritaire et le fédéral. À mon avis, on vient déresponsabiliser les provinces, les territoires vis-à-vis de leurs responsabilités pour financer adéquatement leurs institutions postsecondaires. Donc, il ne faut pas, en demandant un meilleur financement de la part du fédéral,
déresponsabiliser les provinces et territoires vis-à-vis de leurs responsabilités. Donc, je vois qu'il y a un danger là, et c'est important que les provinces et territoires prennent leurs responsabilités en main. Mais le fédéral, pendant plusieurs décennies, joue un rôle très important dans le financement du postsecondaire. Et Alain, peut-être pour terminer là-dessus? La seule chose que j'ajouterais, c'est que ce n'est pas un dialogue entre les gouvernements seulement. Il faut que les établissements soient là. Il faut que les demandes et les défis des établissements et des communautés soient au cœur de cette réflexion-là. Et moi, je convoquerais une grande conférence avec les 13 gouvernements pour penser un nouveau modèle de financement. C'est ça l'objectif, soyons clairs. Il faut un nouveau modèle de financement. Puis, à l'invitation des 22 établissements, on invite nos gouvernements à la table. Il faut que ça parte de nous et de ces besoins-là. Parce que si on s'attend à ce que le fédéral et les provinces, avec toutes les dynamiques politiques qui peuvent exister, trouvent la solution, puis nous, on attend à côté, on les regarde, je pense qu'il faut jouer une part active, puis il faut proposer des solutions qui émanent de notre milieu. Merci beaucoup à vous trois, M. Théberge, M. Dupuis, Mme Cardinal. C'était un panel fort enrichissant qui va permettre, justement, en faisant le lien avec notre conférence d'honneur d'hier, le travail de nos rapporteurs et toutes les discussions qu'il y a eu en sous-groupe et sur notre mur public. Je pense qu'on se dirige collectivement vers un rapport final qui pourra avoir un effet structurant dans la mesure où les partenaires et les acteurs sont tous engagés à le mettre en œuvre. Merci à vous trois. Je repasse la parole à Catherine. Merci beaucoup, Martin. Il est presque midi ici à Ottawa, donc nous allons prendre une pause pour le lunch. Et pour ceux et celles qui sont ici, on se souhaite des tartelettes au chocolat aussi bonnes que celles d'hier. Pour les gens en virtuel, deux petites annonces. On a parlé du babillard commun ce matin, donc vous pouvez continuer là, à l'alimenter, évidemment. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi interagir, réagir sur les réseaux sociaux avec le mot-clic « On en parle ». On se retrouve à 13h15. Encore une fois, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous connecter un petit peu à l'avance pour qu'on puisse avoir le temps de préparer le prochain atelier, puisqu'au retour, on aura le 3e atelier du Sommet des États généraux. Donc, à tout à l'heure.